Super. Donc, bienvenue dans cette session. Ah, je crois que vous êtes sur la session, vous n'avez pas partagé votre écran. Je ne vois plus votre écran, si vous pouvez le remettre. Ici, partager. Voilà, c'est bon. Donc, bienvenue dans cette session sur choisir entre Dataverse, SharePoint ou SQL Azure quand vous avez démarré un projet dans la Power Platform. Donc, bien sûr, bienvenue. On remercie encore les sponsors sans lesquels ces événements ne seraient pas possibles. Donc, c'est très cher pour nous dans la communauté de pouvoir compter sur eux. Voilà, voilà. Serge? Alors, je m'appelle Dr Flo, mon vrai nom c'est Serge Lucas, et je suis un MVP Business Application, une Power Platform, basé à Bruxelles. Bien que j'avais une vie avant dans ma SharePoint. Je suis MVP depuis 16 ans. Et je suis aussi le créateur d'un outil open source qui s'appelle le BPM Toolkit, qui permet de créer des business process assez sophistiqués avec la Power Platform. Et je suis le créateur du matériel Power Automate DD, donc le cours officiel de Microsoft Power Automate. Avec Isabelle, on a créé une société qui s'appelle Power Platform Associé. Voilà. Ah oui, pardon, c'est technique, excusez-moi. Donc, mon nom est Isabelle Van Kampenhout. Vous l'entendez probablement, on vient de Bruxelles. Moi, je travaille sur la data platform Microsoft depuis 1999, je l'ai bien dit. Donc, ça fait quand même un long moment que je suis... Oui, voilà. Ça fait un long moment que je suis sur SQL Server, mais aussi sur les projets BI et fatalement dans la foulée sur Power BI et les différents moyens de stockage. Voilà. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va commencer par faire une petite overview au niveau Power Platform pour qu'on soit tous sur la même page et démarrer du même endroit. Ensuite, Serge va vraiment vous faire une petite visite, mais en profondeur, dans le Dataverse, parce que souvent, il y a des idées, on voit vaguement ce que c'est, mais on ne comprend pas nécessairement toute l'architecture qui se trouve derrière. Et alors, le but de cette session, c'est qu'on va vraiment faire la comparaison entre ces trois produits différents et on va d'abord aller vers ce qu'on appelle des points bloquants éventuels, donc des fonctionnalités qui pourraient vous empêcher de choisir l'un ou l'autre de ces produits. Puis on va aller sur ce qu'on appelle les cerises sur le gâteau pour Dataverse plus spécifiquement. Alors, ce slide, vous êtes probablement familier puisque là, on voit les différents produits qui constituent la Power Platform. Donc aujourd'hui, il y a plus que 3 produits puisqu'on a Power Automate, on a évidemment Power Apps pour développer les applications, donc Power Automate pour tout ce qui est l'automatisation, Power BI pour les analytiques, mais on a aussi les Virtual Agents pour tout ce qui est bot. Et on a maintenant l'arrivée de Power Page. Donc on a de nouveau la possibilité de faire des sites web publics, en fait, externes. On avait un peu perdu avec SharePoint Online. En dessous, on va voir dans les couches qui viennent aider Microsoft Dataverse, qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Alors, quand on parle de Power Platform, on ne peut pas parler de Power Platform sans parler des connecteurs. Chaque fois qu'on fait ces slides, on doit le mettre à jour. Donc, aujourd'hui, on a à plus de 900 connecteurs possibles dans la Power Platform. C'est juste monstrueux. Ça va du fichier texte au Web API complexe. Donc, ça veut dire que, bien entendu, la question ne se pose pas. Vous avez des connecteurs pour Dataverse, vous avez des connecteurs SQL Server dans le cloud and on-premise, évidemment, et vous avez des connecteurs SharePoint également. Ce n'est pas un souci. Alors, en fait, comment est-ce qu'on a eu l'idée de démarrer cette session avec Serge? C'est qu'on fait des projets, on fait des architectures de projets Power Platform et Power BI tous les deux, et on a développé ce qu'on appelle notre gouvernance checklist. Donc, c'est une liste qui, pour l'instant, fait 300 points, mais il y en a qui s'ajoutent chaque semaine, je dirais. Et on passe vraiment en revue, quand vous démarrez un projet, tous les points d'attention
qui pourraient vous concerner. Et dedans, il y a un point d'attention en particulier qui est le choix de la plateforme de stockage. Donc, est-ce que ça va être plutôt de SQL Azure? Est-ce que ça va être du Dataverse? Est-ce que ça va être des SharePoint? Est-ce que ça va être autre chose? Et pour ce point-là, on a tous ces critères. Et dans ces critères, on en a qui sont vraiment des potentiels no-go. Donc, des critères qui vont dire, ben non, je ne peux pas choisir ce produit. Là, je suis coincée parce que ça ne va pas du tout répondre à mes besoins. Donc, on va passer ça en revue, évidemment. Quand vous démarrez un projet RAPS, par exemple, dans la Power Platform, la première question à se poser, c'est est-ce que mes données existent déjà? Si elles existent déjà, il y a probablement un connecteur qui est disponible. Et donc là, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai les licences nécessaires pour utiliser ce connecteur? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de garder mes données où elles sont? Restons simples. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que je vais avoir besoin d'utiliser le gateway? Est-ce que ma connexion va être correcte? Ensuite, si vous démarrez de scratch, là, la question va être, finalement, j'ai besoin d'un stockage. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver la plateforme de données qui va bien? Et donc là, on va s'intéresser à la performance, on va s'intéresser au prix, évidemment, on ne va pas se voiler la face. Est-ce qu'on a besoin de transactions? Est-ce qu'on a besoin de pouvoir stocker des documents, etc., etc. Donc, tous ces éléments vont devoir être pris en compte. Avant que nous les passions en revue, Serge va vous montrer d'un peu plus près Dataverse. Rapidement, parce qu'en fait, la session qui est conçue pour 1 heure, en fait, donc on va aller vite. Donc, Dataverse, ce n'est pas un jouet, c'est un outil assez complexe. En fait. Et pour comprendre Dataverse, il faut l'analyser à travers plusieurs angles. Donc, l'aspect sécurité, l'aspect code qui tourne côté serveur, évidemment les données, le type de stockage, l'intégration avec le monde extérieur, avec Azure, par exemple. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut analyser. Et on s'attendait à voir ça chez Microsoft, en réalité, on ne l'a pas. Donc, on a été obligé de créer notre propre description nous-mêmes parce que c'était assez confus dans le site Microsoft. Donc, Dataverse, c'est plus qu'une base de données. C'est évidemment du stockage, mais c'est aussi ce qu'on appelle un application server, c'est-à-dire du code qui peut tourner côté serveur. C'est le back-end de Dynamics 365, donc c'est testé, c'est du robuste en fait, hein, donc c'est pas du nouveau, hein, même si ça évolue constamment. Il y a 2 configurations de Dataverse, la version normale de Dataverse qui est payante et la version gratuite qui vient avec votre licence, la plupart des licences Office 365, Microsoft 365. C'est ce qu'on appelle Dataverse Productive. Il y a des limitations qu'on va examiner. Comme tous les produits Microsoft, Dataverse tourne dans Azure, évidemment. Et donc, pour interagir avec Dataverse, on utilise un API, qui est un API REST, Web API, en fait, pas de produit. Et quand vous appelez ce Web API, vous êtes redirigé vers tout un ensemble de machines. Il y a des web serveurs, il y a des job serveurs, il y a des load balance, il y a des sandbox, il y a des reporting serveurs. Donc tout ça est évidemment assez complexe. Et puis, votre appel est redirigé vers la couche stockage, en fait, qui consiste en des SQL serveurs Azure, un pool de SQL Azure, en fait, du blob storage, parce que dans Dataverse, on peut stocker des données relationnelles, mais on peut aussi stocker des documents. C'est ce qui en fait la beauté. Donc les documents sont automatiquement stockés et récupérés quand on fait de la lecture de ce blob storage de façon totalement transparente. Il y a un outil de recherche, donc une intégration avec un moteur de recherche, on verra, et il y a une excellente intégration avec un data lake fourni par la plateforme, par exemple, ou votre propre data lake. On y reviendra. L'intégration avec Azure est importante. Donc on peut créer ce qu'on appelle des plugins, hein, c'est du code .NET qui est directement stocké et qui tourne dans l'espace de la plateforme. Hein, donc, il ne faut pas prendre un espace dédié dans Azure, il faut automatiquement gérer tout nous. Et ces plugins peuvent se connecter à des fonctions Azure, peuvent se connecter à la pile d'outils de Azure, donc les Event Hub, les services bus, etc. Donc, on peut le faire si nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire, mais on peut le faire. Hein. Donc c'est assez facile. Dataverse Sportive ne permet pas cette intégration. On a juste le pool SQL et les blob storage pour le stockage de documents éventuels. Bien que généralement on ne stocke pas beaucoup de documents dans Dataverse Sportive, il y a une grande limitation en termes de taille. Comment utiliser Dataverse? Donc, comme je le disais, oui, je ne l'ai pas encore dit, mais en fait la première chose, c'est dans la plateforme, vous créez ce qu'on appelle un environnement. On va
console d'administration de la Power Platform, on crée un environnement et on spécifie, là tout en bas, on veut une database. Et donc, vous avez un espace pour database. La database existe. Ensuite, on crée des tables, une ou plusieurs tables, avec des liens entre elles si nécessaire. Voilà, comme ceci. On spécifie qui peut faire quoi sur la table, donc c'est la partie sécurité. Et alors, on appelle le Web API directement, on reste pur, en fait, pur et dur, ou bien indirectement en utilisant les connecteurs qui sont prévus dans la plateforme. Si on appelle le Web API, par exemple, j'appelle une table qui s'appelle Expense dans mon environnement, voilà l'appel, soit du JSON, tout simplement. Et on peut faire ça, hein, le développeur de web peut l'exploiter ça. Mais évidemment, ce qu'on va faire, c'est utiliser les connecteurs, on va utiliser du Power Automate ou du Power Apps. Et si on utilise du Power Apps, ce qu'on fait, c'est très facile, add data dans Power Apps, et il nous donne la liste de toutes les tables dans l'environnement. On sélectionne la table, et puis il suffit d'appeler le langage Power Apps, hein, qui est PowerFX en fait, et vous pouvez interagir très facilement avec votre database. On va rechercher dans la table Expense tous les enregistrements où le total, la colonne totale est plus grande que 10. Voilà, facile. On peut évidemment utiliser Power Automate pour interagir avec Dataverse. On utilise les mêmes connecteurs, il y en a énormément, c'est vraiment très, très, très puissant en fait. Et voilà, la même chose, on fait la même chose en Power Automate. Assez facile. On verra, il y a un autre langage qui permet d'interagir entre Power Automate et Dataverse, c'est ce qu'on appelle le Fetch XML. J'y reviendrai, c'est le SQL de Dataverse, si vous voulez, qui permet de faire tout. Alors, moi, je me suis évidemment posé la question, parce qu'on sait bien que dans SharePoint, par exemple, une liste SharePoint, ce n'est pas une table dans SQL, il y a toutes des métadonnées et ça a un coût. Donc, je me suis dit, tiens, mais Dataverse, est-ce que c'est vraiment une table SQL? Et donc, en fait, en étant curieuse et en utilisant ce bon vieux Management Studio, on peut se connecter sur l'environnement avec une authentification Azure Active Directory. Et effectivement, on va retomber sur les bases de données et on va voir les tables qu'on a créées. Donc, une table dans Dataverse, c'est bien une table sur un Azure SQL qui est mis de façon transparente à disposition. Par contre, on n'a aucune interaction possible à ce niveau-là, et tant mieux, on va toujours passer par l'API dont Serge vient de parler. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure du langage FetchXML. C'est un langage qui provient de Dynamics 65, et ça permet de faire des choses un peu plus complexes que ce qu'on fait habituellement dans Power Automate ou dans Dataverse. Par exemple, on peut faire des liens complexes entre les bases de données, faire des outer joins, hein, faire un lien entre deux tables, voir la liste des liens entre les tables, là où la valeur lien est nulle, ce qu'on appelle un outer join. Ça, on peut faire ça en FetchXML. Et en FetchXML, je parle assez fort pour le micro, mais en FetchXML, pour faire ça, vous pouvez le taper à la main, mais en réalité, slide suivant, ce qu'on va faire, c'est utiliser un outil, un générateur, qui est open source, XRM Toolbox, qui est gratuit, dans lequel vous installez un module qui est FetchXML Builder, qui permet de visuellement générer du FetchXML, comme ceci. Et donc, vous copiez et vous mettez dans votre code. Voilà. Bon, ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait habituellement. Ou alors, si vous aimez bien la syntaxe SQL, vous installez le module SQL for CDS. CDS, c'est l'ancien nom de Dataverse, en fait. Et là, vous pouvez visuellement générer du SQL, ou carrément écrire du SQL, et il vous génère du FetchXML que vous copiez dans votre projet. Donc, c'est assez puissant. Ensuite, voilà, vous allez passer au slide suivant. Voilà, vous le mettez dans Power Automate ici. Alors, tout à l'heure, on mettait le code là. Ici, vous mettez là, et voilà, c'est parti. Voilà, et alors vous avez slide suivant. On va passer dans ce qu'on appelle les go-no-go criteria comparison. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir? Et c'est ce qu'on présente habituellement à nos clients, en fait, hein, dans le comité d'architecture de nos clients. Le premier point, c'est le prix. Hein, donc, vous recevez ce pourquoi vous payez. Et donc, en Dataverse, si on compare Azure SQL, SharePoint, Dataverse et Dataverse pour Team, vous voyez que pour Azure SQL, vous payez la licence pour pouvoir interagir avec Azure SQL à partir de la Power Platform, plus le stockage, qui n'est pas très cher, le stockage. SharePoint, ça fait partie des licences 65, gratuit, en fait, quasiment gratuit. Dataverse, vous payez, même chose, une licence premium Power Platform et un stockage qui est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Dataverse for Team, c'est gratuit. Mais il y a une limitation qui est 2 gigas maximum de stockage et 1 million d'enregistrements dans Dataverse for Team.
Et ça permet déjà de débuter pas mal de projets. Voilà, donc on a besoin d'une licence premium si on veut utiliser Dataverse et Azure SQL à partir de la Power Platform. Ça peut être assez cher. On va passer un peu je peux avoir le... Voilà, ça peut être assez cher parce qu'il y a 3 types de stockage en fait derrière Dataverse. La base de données relationnelle, les logs internes, en fait, hein, tout ce qui est audit, hein, tout ça est audité évidemment, donc il y a un coût, et les fichiers. Hein, si vous stockez des fichiers dans la database, ben, vous payez. Évidemment, vous payez moins cher en fonction, oui. Dataverse pour Team, j'avais parlé des limitations, cette limitation. Donc, voilà. Licence premium pour la Power Platform. Et puis, si vous voulez du stockage supplémentaire, donc, dès que vous avez une licence premium, vous recevez déjà, pour le premier utilisateur dans votre tenant, qui a une licence premium, vous recevez déjà pas mal de stockage, 10 gigas de base de données, 20 gigas de fichiers et 2 gigas de tout connu. Après, vous pouvez acheter des add-ons. Et en gros, voilà ce que ça coûte. Pour la base de données relationnelle, 33 euros par giga par mois, ce qui est quasiment vraiment beaucoup plus cher que Azure SQL. Les fichiers, c'est beaucoup moins cher. Et donc, voilà. Donc, ça a un coût. L'avantage, voilà, que tout est géré par Microsoft, vous ne devez rien faire. Pas besoin d'avoir un DBA, etc. Donc, on y reviendra là-dessus. D'ailleurs, on y vient. Donc, la question à se poser, effectivement, c'est par rapport à ces différentes solutions. Il y en a qui sont plutôt software as a service, il y en a qui sont plutôt plateforme as a service. Donc, comment faire la différence? Clairement, avec Azure SQL, on est en passe, on est même parfois en IA si vous utilisez simplement, vous avez fait du shift and lift avec vos serveurs actuels et vous les avez placés dans Azure dans des VM. Et donc, en gros, si vous choisissez ce type d'hébergement pour vous donner, pour moi, c'est comme louer une maison. On va avoir l'eau, on va avoir l'électricité, on va avoir peut-être une piscine dans le jardin. Si on prend un modèle Azure SQL Database qui est un petit peu fancy, mais par contre, on doit porter nos meubles et on doit effectivement avoir du staffing. Pour moi, c'est ça qui est vraiment la grosse différence, c'est qu'il faut avoir peut-être un DBA dans la maison et il faut aussi avoir des développeurs qui ont l'habitude, qui ont la culture de développer sur SQL. Et ça peut faire la différence. Pour SharePoint, Dataverse for Team, on est clairement sur du SaaS, Software as a Service. Et donc là, c'est comme les Airbnb. Vous arrivez, vous installez, vous commencez à cuisiner. Et effectivement, au niveau des développements, vous pouvez avoir une équipe de développeurs professionnels parce qu'on peut aller très loin dans la Power Platform. Hein, ça, je peux vous l'expliquer très en détail. Mais vous pouvez aussi avoir des citizen développeurs ou des gens qui, comme moi, ne sont pas spécialement développeurs, mais qui vont l'utiliser pour étendre, par exemple, le Power BI ou des choses comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une différence philosophique qui est importante d'avoir en tête. Au niveau de la capacité de stockage, est-ce qu'on va avoir des limitations différentes? Alors, bien sûr, de nouveau, avec Azure SQL, en fonction de la famille, parce que c'est une famille complète et je ne fais pas un cours là-dessus. Et je pense que cet après-midi, il y avait une session sur le sujet par Christophe Laporte, mais je crois qu'il a eu des soucis pour venir. Mais voilà, donc il y a moyen de se renseigner, c'est une session complète. Et donc, on va pouvoir monter jusqu'à 256 TB, mais ce sont des VM qui vont vous coûter le Concorde, évidemment. On peut imaginer, hein, on peut se faire plaisir, ne soyons pas. Si on va sur une Managed Instance, on va être sur du 16 TB et sur des DB Azure SQL classique, on va dire, on peut quand même monter jusqu'à 100, mais toujours, ça va être une question de prix, bien entendu, même si le prix au giga est moins élevé que sur du Dataverse. Alors, en SharePoint, normalement, sky is the limit, sauf que en fait, on est quand même limité à 30 millions d'items par liste. Et si vous avez une liste SharePoint avec 30 millions d'items, je vous souhaite beaucoup de courage pour la manipuler. Ça, c'est déjà vu. Dataverse, tout compris, la limitation est de 4 Tera. Hein, dans tes recherches, c'est ce que tu as trouvé. Et Dataverse for Team, comme on vous l'a dit, c'est une version light. Et donc, on va être limité à 1 million d'euros par table et 2 gigas en tout de données. N'empêche que ça peut être une solution extrêmement intéressante pour démarrer les choses. Alors, oui, moi j'ai encore des petits troubles obsessionnels compulsifs qui viennent de mon passé de DBA et d'architecte de données, enfin mon passé et mon présent évidemment. Et donc, il y a des gros mots, il y a des acronymes, mais quand on discute en comité d'architecture, quel va être le Service Level Agreement? Sur Azure SQL, on est sur du quadruple nine, ça veut dire grosso modo que sur une année, vous avez droit
à 1 heure de downtime dans le contrat avec Microsoft. On est sur du 999 pour le reste. On a droit à, grosso modo, je dirais, une journée business, 2 heures, donc voilà, de downtime. Alors, à côté de ça, on a des concepts comme le recovery time objectif, combien de temps la panne va durer avant que ce soit remis en ligne. Le recovery point objectif, ça, c'est quelle est la quantité de données qu'on va s'autoriser à perdre. Alors, on est sur des technologies similaires entre Dataverse et Azure SQL, et donc on se retrouve avec 5-10 minutes de perte de données. Il y a de la géoréplication qui est impliquée aussi, donc qui permet de passer sur une autre région d'Azure si nécessaire. Vous ne devez rien faire. Donc, ça, c'est bien. Sur SharePoint, c'est un peu plus élevé, mais n'oubliez pas que vous avez la corbeille, le fameux Recycle Bin dans SharePoint. Alors, un point qui est assez différent, par contre, c'est ce qu'on appelle le Point in Time Restore, ou en gros la rétention de vos backups. Donc, quand vous êtes dans Dataverse, on n'a que 7 jours de rétention de backup, sauf si on utilise une application Dynamics. Je m'étends un peu trop, mais bon, voilà, des points d'attention, on va dire. Alors, encore une petite obsession chez moi. Quelle va être la performance et le throttling qui vont vous être appliqués? On a vu qu'on devait passer par un connecteur. Ce connecteur va avoir des performances différentes. Donc, si on est sur du Azure SQL, on pourrait monter à 3000 appels à l'API par minute. Avec SharePoint, on descend à 600. Et avec Dataverse, on est autour de 1200, ce qui est tout à fait honorable. N'oublions pas que le nombre d'appels à l'API va dépendre de la qualité de votre code aussi. Enfin, je dis ça, je ne dis rien, mais c'est quand même un point important. Donc, étendre les capacités de ces différentes plateformes, là, Azure SQL, on peut créer des triggers, des procédures stockées. On peut aussi associer un Power Automate à l'Azure SQL. On peut créer des vues et passer des paramètres vues, donc c'est assez connu. SharePoint, Power Automate, SharePoint Framework et des vues, qui d'ailleurs ne peuvent pas avoir des paramètres de façon dynamique. Dataverse, on a ce qu'on appelle les anciens workflows, on a les plugins, donc c'est du .NET, on peut créer des roll-ups, on peut associer des Power Automate, des jobs, des vues qui ne peuvent pas avoir de paramètres dynamiques, du langage PowerFX dans la database. Dataverse pour Team, c'est du Power Automate, du PowerFX dans la DB et des vues auxquelles on ne peut pas passer de paramètres de façon dynamique. C'est important à savoir. Voilà. Petite démo rapide. Voici une application Power Apps dans laquelle il y a 2 tables. Une table dépenses, expense, et une table line of expense, ligne de dépenses. Donc, un one-to-many. Et donc, on affiche la liste des dépenses et on veut calculer le total de la dépense. Donc, on doit faire un calcul sur les lignes qui sont associées. Comment faire ça? Première option, on peut créer ce qu'on appelle un roll-up dans la table dépenses. Donc, on crée un roll-up, on fait le total, en fait, et il fait le calcul, le lien entre les 2 tables, et il fait la somme, et donc on a le résultat. Le problème avec ça, c'est que le résultat n'est pas calculé automatiquement. Ça peut prendre plusieurs minutes. Autre option, on crée un Power Automate qui est déclenché lorsque quelque chose change dans les lignes de dépenses. Et donc, il fait le calcul. Il stocke le résultat dans la DB. Ça marche aussi. Moi, je préfère cette approche-ci, mais je suis peut-être un peu biaisé. Dr. Flo. Voilà. Donc, Dataverse pour Team, on peut mettre des formules Power Apps, comme PowerFX, qui est le langage de Power Apps, dans la database. Par exemple, si j'ai une colonne quantité, une colonne cost per unit, je peux créer une colonne line item cost, qui est la quantité multipliée par le coût. C'est du langage PowerFX, et ça va s'étendre. Le nombre de possibilités va s'étendre au fil du temps. Ça, c'est important aussi, Isabelle. Oui, fatalement, quelle est l'intégration avec Power BI qu'on peut avoir quand on utilise ces différentes plateformes? Alors, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce qu'on va passer en direct query, est-ce qu'on va passer en import mode? Si on est sur du reporting opérationnel, le direct query permet de se connecter directement à la source de données, c'est bien, mais surtout aussi de conserver la sécurité. Et ça peut être tout à fait vital. Serge va vous expliquer en détail la sécurité de Dataverse qui est extrêmement sophistiquée et intéressante. Si on est en mode import, ça veut dire qu'on réimporte les données, donc on crée une copie des données dans le rapport Power BI, et donc on doit recréer toute la couche de sécurité. Évidemment, après, il y a une question de performance par rapport au volume de données, mais voilà, ce sont des points qui sont importants à avoir en tête. SharePoint n'est pas capable de faire du direct query. Import mode, c'est un dataset, hein, c'est ça en fait.
C'est toujours, tu crées toujours un dataset. Tu crées un dataset, mais il n'est pas matérialisé en direct query. Mais tu vas quand même créer un modèle. Alors, en termes de sécurité, on voit que sécurité, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ce qu'on appelle role-based security, donc quel groupe de personnes peut faire quoi au niveau de la database. C'est très, très sophistiqué en Dataverse, un peu moins en Azure SQL, moins en SharePoint et moins en Dataverse pour Team. On va y revenir. Record sharing, ça veut dire qu'on prend l'enregistrement dans la DB et on peut dire, voilà, cet enregistrement, il peut être vu par telle personne uniquement. Et c'est possible, sauf dans Dataverse pour Team. On va y revenir. Donner de la sécurité au niveau d'une colonne, c'est évidemment possible dans Azure SQL. Ce n'est pas possible dans SharePoint. Ça fait 20 ans qu'on attend. Ça ne arrivera jamais, en fait, parce que ça ralentit le système. On peut le faire dans Dataverse. On ne sait pas le faire. On ne peut pas le faire dans Dataverse Team. Sécurité hiérarchique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on veut dire tous ceux qui sont dans la business unit HR peuvent voir les enregistrements qui sont créés dans HR, mais peuvent voir aussi celles des business units qui sont en dessous, HR Belgique, HR France, ne peuvent pas changer, par exemple. Hein, exemple, il y a plein d'autres scénarios, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est extrêmement puissant. Et dans sécurité hiérarchique, c'est juste un clic dans la Dataverse. Pour toutes les autres, on peut le faire, mais il faut écrire du code. Donc ça vient de Dynamics, en fait, donc c'est extrêmement intéressant. Sécurité rôle en Dataverse. Donc, on peut définir des rôles de sécurité et mettre des personnes dans ces rôles. Et donc, dans les rôles, on peut dire qui peut faire quoi au niveau de quelle table dans Dataverse. On peut aller très loin. C'est pour ça que c'est plus sophistiqué que ce qu'il y a en SQL. Et c'est aussi plus facile à gérer. Pas besoin de DBA, en fait. Hein, c'est ça aussi. Hiérarchie, sécurité hiérarchique, voilà, business unit, HR Belgique, HR China, et il y a plein de use cases, je n'ai malheureusement pas le temps d'aller dans tous les use cases, qui sont un peu en retard, mais on peut dire, voilà, ceux de telle business unit peuvent voir, mais ne peuvent pas changer, ils peuvent voir, ou alors les managers de telle personne peuvent voir ce qu'il fait, les managers, ça veut dire 3 niveaux d'hierarchie. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment bien, très intéressant, et on voit que dans Dynamics, c'est vraiment le but. Dans Dataverse pour Teams, quand vous créez un Dataverse pour Team, donc vous créez un team, vous avez un environnement pour plateforme gratuit, vous avez une database dedans, et vous pouvez spécifier qui peut faire quoi au niveau des tables de votre team. Vous pouvez dire, voilà, tout le monde peut avoir accès full, ou alors seulement les personnes peuvent uniquement collaborer, peuvent créer, lire leur propre enregistrement, mais elles ne peuvent pas modifier ou effacer les enregistrements des autres. Vous pouvez choisir le modèle. Donc, on peut faire ça quand même. C'est quand même assez intéressant. Je vais passer ceci. Les transactions. Ah ben oui, ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut faire des transactions explicites au niveau du code dans Azure, enfin dans SQL, bien sûr, on le sait, hein, le Intran. Mais est-ce que c'est possible dans Dataverse? Est-ce que tu as trouvé un moyen de le faire? Oui, partout, sauf dans SharePoint. Comment est-ce que ça se passe? Dataverse, il faut utiliser du Power Automate. Il y a une action qui s'appelle Perform the Change Request, et les actions qui sont dedans fonctionnent de façon atomique. Donc, si celle-ci se crash pour une raison ou l'autre, automatiquement, vous avez un rollback. C'est simple, pas très sophistiqué, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Un certain nombre d'applications demandent Dataverse, pas spécifiquement Dataverse pour Team, la vraie version de Dataverse, la version complète, c'est Power Pages pour créer des sites publics, ce qu'on peut le faire maintenant. Donc, un Power Page qui est récent et qui est vraiment très intéressant, nécessite la vraie version de Dataverse. Ce qu'on appelle les modèles driven apps, qui sont des applications dérivées de Dynamics, ça demande uniquement du Dataverse. Exemple de modèle driven apps. Si vous utilisez l'intelligence artificielle, il y a un composant qui s'appelle AI Builder qui permet à n'importe qui de faire de l'AI sans être un spécialiste AI. Ça demande Dataverse, c'est basé sur le Dataverse. Alors, on va un petit peu regarder les cerises sur le gâteau. Je ne sais pas si je parlais de la première cerise. Oui, je parlais de la première cerise. Donc, on a le concept de table virtuelle. C'est-à-dire que ce sont des tables dans Dataverse qui ne sont pas matérialisées, qui sont directement liées à des tables, par exemple dans SQL Azure, Excel, SharePoint. Évidemment, on reste sur la plateforme Microsoft. Il n'y aura pas besoin d'importer les données. Vous allez utiliser un virtual connector qui n'est pas disponible dans toutes les situations et vous pouvez aussi mettre à jour
Donc, toi, tu avais détecté un petit souci. Oui, donc il y a un virtual connecteur qui s'appelle, malheureusement, il est juste caché là, c'est pas grave, qui s'appelle AAD User. Il ne faut pas faire stop share. Non, AAD User qui permet d'avoir tous les utilisateurs de Azure Active Directory. Et en fait, vous l'avez comme une table dans Dataverse. Sauf que c'est une fausse table. Mais vous ne la mettez plus comme une table. Donc ça marche très bien, c'est nouveau, ça date d'avril. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'exploiter à partir de Power Automate. C'est un mode d'authentification différent. Et il n'y a rien dans la roadmap qui permet, je ne peux pas vous dire ça. Tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit. Voilà. CTRL-Z. Oui, on verra bien. Voilà. Ah, vous suivez. Voilà. Alors, autre chose aussi, évidemment, on est dans la Power Platform. Les data flows, comment ça se passe? Alors, le cas d'usage, c'est le suivant. Vous avez développé une application avec des données dans Dataverse, mais vous avez besoin d'aller chercher vos données ailleurs. Pour faire ça, en fait, vous allez avoir besoin de pouvoir copier, combiner, transformer, etc. Bref, du gros boulot d'ETL pour récupérer vos données. Vous allez utiliser des data flows, ce qu'on appelle aussi Power Query Online. Est-ce que ce sont les mêmes que Power BI? Non, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, ceux-ci, ils vont fonctionner avec une arrivée dans Dataverse. Donc, on a la possibilité d'aller rechercher des fichiers et de les planifier, les scheduler pour qu'ils arrivent dans Dataverse et qu'ils soient ensuite exploités dans votre Power Apps, votre Power Automate ou tout autre produit de la Power Platform. Vous allez me dire, oui, mais les data flows Power BI. En fait, les data flows Power BI n'arrivent pas dans Dataverse, ils arrivent dans le lac, hein, si je puis dire. Voilà, donc on les... Et quand vous créez un data flow dans la Power Platform, si vous choisissez un data flow de type analytique, il va aussi arriver dans ce fameux data lake qui vous est fourni par défaut, mais vous pouvez apporter le vôtre si vous voulez. Il y a toujours moyen d'être en mode auberge espagnole si on le souhaite dans la Power Platform. Voilà, donc ça c'est pour bien faire la différence entre les deux. Alors, l'intégration, évidemment, on a des différences entre Dataverse for Teams et Dataverse. Donc, tout ce qui est utiliser le on-premise gateway, tout ce qui est planifié, etc., ne sera pas dans la version light. Idem au niveau des connecteurs à disposition. Si vous êtes dans le Dataverse complet, vous aurez accès à tous les connecteurs Dataflow. Si vous êtes dans Dataverse for Teams, vous aurez les connecteurs les plus standards, mais qui permettent quand même de faire déjà pas mal de choses. Quelque chose d'aussi intéressant chez LearnTheCake, offline support, ça veut dire quoi? Quelqu'un utilise une application de Power Apps, il perd la connectivité, mais vous voulez quand même qu'il puisse interagir sur les données, y compris faire des modifications. Et donc, c'est possible avec Dataverse, mais le type d'application qu'on appelle Model Driven Apps pour l'instant, et ça se fait par une configuration dans l'environnement de la Power Platform d'administration. Vous spécifiez Mobile Configuration, clic, et ensuite vous spécifiez quelle table peut être utilisée offline par quel utilisateur ou quel groupe d'utilisateurs. Et il n'y a pas de programmation à faire. Pour les techniciens itinérants, voilà, c'est ça. Ils vont compter les moutons dans les champs, ça peut être sympa. Voilà. Alors, ici aussi, il y a un moteur de recherche qui est intégré à Dataverse. Vous mettez des données relationnelles, vous mettez des documents dans Dataverse, on peut retrouver ces informations. L'utilisateur le veut. Hein, et donc, tout ce qui est table peut être crawlé et peut être recherché. Le moteur qui est utilisé est Azure Cognitive Search, hein, qui est un moteur dans Azure qu'on peut aussi utiliser à partir de .NET, par exemple, avec d'autres langages. Donc, les documents qui sont dans les tables peuvent aussi être stockés et crawlés et recherchés. Et la syntaxe pour la recherche est basée sur une syntaxe open source qui s'appelle Lucene, et qui permet de faire des choses très complexes, comme du Fuzzy Search, Proximity Search. Plus de détails ici. Exemple, dans Power Automate, on a une action qui s'appelle Search Row. Vous spécifiez eGuide, vous cherchez eGuide, vous tapez eGuide avec un tilde, et il va vous tourner tout ce qui ressemble de près ou de loin à eGuide, notamment. Et on a aussi ce qu'on appelle les prefix search, ce qui n'est pas dans SharePoint. Hein, prefix search, et évidemment postfix search. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, voilà, c'est vraiment très intéressant. On peut également faire en sorte que les résultats de la recherche soient intégrés dans les résultats de recherche de votre intranet, c'est-à-dire bing.com, office.com ou SharePoint. C'est tout à fait possible. Pour cela, vous devez configurer ce qu'on appelle le Federated Search avec un compte Dynamics. Donc, c'est le Dynamics 365 Federated Search. Il faut un compte Dynamics, un seul, pour la configuration. Et
Et voilà, donc c'est ça. Ça vient dans votre internet. Et pour finir, oui. Alors, on a encore 5 minutes. On a encore 5 minutes. J'avais passé ça, moi. Mais non. Voilà. Mais donc, en fait, on nous avait promis pour septembre, on va dire que ça va être pour 2022. Vous connaissez peut-être déjà Azure Purview. Je suis en train de faire ma voix. Excusez-moi. On va avoir l'intégration Azure Purview pour Dataverse, comme on l'a pour Azure SQL. Donc, il va être capable de venir scanner, classifier, mettre des labels et tout ça dans le but de pouvoir définir évidemment du DLP ou des policies. Donc, si vous êtes dans un sujet, dans un parcours de data gouvernance, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir à l'œil. Ce n'est pas encore là, mais ça arrive. En parlant de data gouvernance, Serge. Voilà, tout ce qui est compliance, en fait en français, compliance, c'est quoi? Conformité. Conformité, voilà, conformité, en fait, qui est très important. Donc, tout ce qui est conformité très poussé dans Dataverse, on peut voir quasiment tout ce qui se passe. Évidemment, c'est un coût de stockage. Hein. On peut auditer à l'échelle de l'environnement, on peut auditer à l'échelle de la table, on peut auditer à l'échelle de la colonne, on peut auditer, et on peut tout retrouver dans l'audit log, qui est facilement exploitable sans être un DBA, hein, parce que tout ce que je vous montre ici peut être fait par quelqu'un qui n'est pas DBA. C'est un peu ça le but, c'est du SaaS en fait. Hein. Et donc, on peut aller très très loin, vous voyez, on peut faire des recherches dans ce résultat-là. C'est plus facile que dans SQL. Hein. Le log SQL est complexe à exploiter, je pense. Et dans les slides suivants, on voit qu'on peut voir tous les événements, y compris ce que l'IT fait. Hein, si l'IT change quelque chose, bah, on voit. Et donc, voilà, pour le département conformité. Oui. Je ne sais pas. Compliance en général, compliance. Donc voilà, c'est checkbox en fait, hein, donc pas ce problème suivant. Voilà. Si c'est évoqué en comité d'architecture. En comité d'architecture, ça devient un non-sujet. Hein, parce que sinon, on peut passer des heures à discuter de ce sujet. Donc, Purview et compliance. Alors, aussi quelque chose qu'on nous annonce, mais c'est encore très flou. Oui. C'est le fait qu'il va y avoir une possibilité de data archival. Donc, en gros, on va avoir des données vivantes et des données, on ne va pas dire mortes, mais qui deviennent read-only avec une policy d'archives. Et un connecteur qui permettra de... Enfin, je veux dire, ce sera disponible aussi au travers du connecteur Dataverse de Power BI. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut effectivement avoir des archives. OK, on peut avoir des archives très massives éventuellement. Et on peut aussi utiliser, excusez-moi, Synapse pour aller requêter nos données. Voilà, voilà. C'est d'autant plus important en fait que le coût de stockage est très important dans Dataverse. Oui, et donc, ça permet peut-être de aussi diminuer le coût de stockage de partie plus importante. Mais on ne sait même pas encore si c'est disponible pour voilà. tous ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des petits points d'attention. Alors, en conclusion, puisqu'en fait, dans cette session, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous soulever tous les points au travers duquel il est intéressant de passer si vous vous posez la question, est-ce que j'utilise Dataverse ou pas, et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de bien spécifier, parce qu'on a déjà entendu des gens dire « Ah oui, mais Dataverse, c'est comme Access ». Vous avez vu que non. Hein, derrière, il y a vraiment une architecture très solide. Donc, ce n'est pas un jouet. Par contre, si vous avez déjà une couche de données qui est là et que vous pouvez accéder dans votre projet Power Platform, ce n'est peut-être pas nécessaire de mettre un Dataverse. La question, en tout cas, mérite de se poser. Et évidemment, si vous avez le staffing nécessaire, utiliser SQL Azure ne peut pas être un problème si c'est dans la culture de votre entreprise et si les personnes qui doivent développer le projet sont ces personnes-là. Néanmoins, c'est une philosophie SaaS, donc l'évolution de l'IT va vers le SaaS, hein, donc, ce qui permet quand même de faire diminuer les coûts, grosso modo. Et donc, Dataverse vous donne aussi toutes les fonctions, enfin beaucoup de fonctionnalités qui proviennent du Dynamics 365, hein, donc des fonctionnalités business qu'on n'a pas traditionnellement dans SQL, etc. Donc c'est quand même un point très important, sans devoir payer une licence Dynamics. Maintenant, ce n'est pas une religion, hein, donc on va, selon les cas, au sein même d'un projet, on peut combiner, par exemple, du SQL. Imaginez que vous avez un accès à une table qui doit être extrêmement rapide. Par exemple, on veut ouvrir la porte d'un parking, d'un garage, un parking, ça doit être instantané. Peut-être que pour cette fonctionnalité-là, on peut mettre ça dans une table SQL. Pour le reste du projet,
On peut mettre dans du Dataverse, par exemple, des documents dans SharePoint, et on peut combiner par exemple Dataverse Team et SharePoint. Donc voilà, on a atteint, je crois, la fin de cette session, hein, d'après ce qu'on s'est fait chez vous. Mais donc en fait, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette session. Ça nous a pris des mois en fait, pour créer cet élément de comparaison, puisqu'en fait, Microsoft ne propose pas ça, alors que tout projet a besoin de ça. Et donc voilà, si vous avez besoin de nous, vous nous contactez. Merci beaucoup. Tu as oublié de dire qu'on pouvait toujours recréer le site. Oui, offline, maintenant on peut le dire. On peut upgrader de Dataverse Team à Dataverse normal. Question. Est-ce qu'on a le temps pour les questions? Un peu juste, oui. Alors, une petite question. On va aller dans le couloir, comme ça on reste dans le... Et donc après, vous avez la keynote, maintenant, qui va être du côté Alcovest, de l'autre côté. D'accord. Donc voilà, après, vous pouvez discuter. Et après keynote, c'est repas. La keynote, c'est dans 10 minutes? Là, c'est dans 6 minutes. 6 minutes, d'accord. Si vous avez une question, on peut en parler pendant qu'on fait ceci. On peut faire maintenant. Hein,